Merci beaucoup, en tout cas, pour votre présence, ce midi, pour assister à cette présentation, sur l'alimentation, et l'écologie, donc dans le cadre de la Semaine européenne, du développement durable. Donc j'espère, depuis hier que vous avez pu commencer à à vider un peu vos boîtes mail suite, du coup, au conseil de Damien. Moi aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet, important sur l'écologie, alors c'est un vaste sujet, hein, l'écologie, donc ça a pas été simple de choisir, une thématique, mais voilà, j'ai réfléchi, je me suis dit que ce serait intéressant de vous parler d'un sujet sur lequel vous pouvez, directement agir, parce que, l'alimentation, ça reste, quelque chose, qu'on fait au quotidien. Ce sont plusieurs choix par jour et voilà, donc c'est quelque chose vraiment de pratico-pratique sur lequel, je pense qu'on peut tous avoir, une influence. Donc alimentation, écologie, donc quel est le rapport? C'est vrai quand on parle d'écologie, souvent, on parle souvent, des transports notamment, de l'industrie et cetera. Mais voilà, je voulais vous montrer dans cette présentation que l'alimentation a un fort rapport justement, avec l'écologie. Donc aujourd'hui sur ma présentation, je le fais aussi dans le cadre des objectifs fixés par l'ONU, les objectifs de développement durable, donc qui concernent, la faim zéro, la consommation et production responsable, les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, la vie aquatique et la vie terrestre et les partenariats pour, la réalisation, des objectifs. Donc effectivement, on va parler, notamment de biodiversité, hein. C'est pour ça que la vie aquatique et la vie terrestre, s'ajoutent également, à ces objectifs. Alors, pour commencer, je voulais vous faire un petit rappel, par rapport au dérèglement climatique. Donc je risque d'enfoncer quelques portes ouvertes, mais je trouve que c'était intéressant de faire un petit rappel, sur ce qu'est vraiment, le dérèglement climatique et ce que ça pourrait provoquer, directement, sur la planète. Parfois, ça peut paraître un peu flou et difficilement, on va dire, palpable comme sujet. Donc aujourd'hui, on parle souvent, notamment à travers les rapports du GIEC et les différentes études, qui sortent, d'augmentation de la température moyenne planétaire. Ce qu'il faut savoir, pour être très, rapide, hein, la température de la planète a augmenté, de 5 degrés à peu près depuis 15 000 ans et là les risques, il y aurait une augmentation d'1,5 degré ou 2 degrés d'ici, l'année 2100. Donc à première vue, ça nous paraît pas si grave que ça. Le problème, c'est qu'on a été habitué à vivre depuis, 12 000 ans, donc depuis, l'agriculture, dans un climat, stable, ce qui nous a permis de devenir, sédentaires en tant qu'humanité et du coup, une augmentation de 2 degrés en 100 ans, pourrait provoquer effectivement et commence à provoquer des catastrophes naturelles assez, dramatiques. Donc j'en ai cité quelques-unes, notamment donc la désertification. Là, je parle par exemple du Sahara qui pourrait augmenter, en termes de taille et qui pourrait, provoquer, tout simplement l'augmentation en termes de taille des déserts et des flux migratoires assez importants. Selon l'ONU, hein, on parlerait de plusieurs dizaines, voire centaines de millions de personnes qui devraient se déplacer, à travers le monde à cause de problèmes climatiques. Ce qui s'est passé finalement depuis déjà, plusieurs milliers d'années. Mais là, ce serait effectivement, amplifié, dans le siècle dans lequel on est. L'élévation du niveau marin, ça c'est aussi une thématique qui revient souvent et qui a été notamment abordée même fin des années 90 avec Al Gore et cetera. Donc c'est toutes les zones, il y a énormément de villes, hein, qui sont proches des côtes et l'élévation du niveau marin pourrait être assez dramatique, dans ce sens. Bouleversement d'écosystèmes, donc ça, alors on parle aujourd'hui d'une sixième extinction de masse, notamment à cause, de l'exploitation forestière, l'exploitation de ressources naturelles, l'extinction de plusieurs espèces, des insectes, des mammifères. Aujourd'hui, on connaît, hein, le rôle des insectes, notamment, des insectes pollinisateurs. Voilà, donc voilà pourquoi les écosystèmes, il ne s'agit pas seulement d'animaux qui décèdent, c'est aussi tout un écosystème en fait qui pourrait malheureusement, s'aggraver au fil des années. L'acidification des eaux, donc ça, pour rappel, l'océan en fait, a un rôle, hein, sur la planète. Il permet d'attraper, on va dire le CO2 dans l'atmosphère, 50 du CO2 dans l'atmosphère. Et le problème, c'est que là aussi, notamment à cause de la surpêche, j'y reviendrai plus tard, eh bien le risque est grand parce que certains poissons en fait ont un rôle et certains organismes ont un rôle pour attraper ce CO2 dans l'atmosphère. Donc la surpêche notamment pourrait augmenter ce gros problème dans les océans. Et pour finir sur cette slide, je vous ai mis une petite photo à droite de très mauvaise qualité. Alors en fait, c'est normal, c'est une photo qui vient d'une sonde Voyageur 1 qui a été envoyée fin des années 70.
et qui est l'objet aujourd'hui qui est le plus loin de la Terre, hein, puisqu'il est sorti du système solaire, donc à plusieurs centaines de millions de kilomètres. C'est juste pour indiquer, pour faire un rappel, même si tout le monde est au courant, mais je trouvais ça intéressant de le mettre, que voilà, ça c'est une photo de la Terre en fait, de la sonde, et qu'on n'est pas grand-chose dans le vide spatial, et que pour le moment, en tout cas, on n'a qu'une seule planète. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, donc, je voulais vous décrire un peu la part de l'alimentation dans l'écologie, partir un peu sur l'aspect global. Donc, j'ai trouvé ce magnifique graphique que je trouvais assez parlant, qui décrit un peu les répartitions des gaz à effet de serre entre différents secteurs d'activité, donc les transports, le bâtiment, consommation, alimentation, donc agriculture, et les services. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce graphique correspond aux gaz à effet de serre de la France. Donc comme vous pouvez le voir, la part de l'alimentation est assez importante, hein, puisque là, en France, ça s'élève à 18%, les gaz à effet de serre en France. Et vous voyez aussi la part des produits animaux, donc tout ce qui est viande, poisson, lait, œufs, dans ce mix, j'allais dire, de gaz à effet de serre. On voit évidemment la place de la voiture, de l'avion, des transports, mais comme je vous le disais en introduction, il fallait faire un choix pour faire une présentation. Donc j'ai préféré axer sur l'alimentation, même si on peut tous agir à différents moments, à différents endroits, évidemment, sur tous ces prismes, notamment sur l'IT, hein. Donc je reviens au fait de vider sa boîte mail. Donc voilà, moi je me suis axé sur l'alimentation. Alors, selon donc le rapport du GIEC, enfin plusieurs rapports du GIEC, la part de l'agriculture dans les gaz à effet de serre mondiaux, donc GES, c'est gaz à effet de serre, hein, ça s'élève à un quart. Donc 25% des gaz à effet de serre mondiaux, c'est lié à l'agriculture. Donc en France, comme je vous le disais, c'est 18%, dans le monde, c'est un quart. Et dans ces gaz à effet de serre liés à l'agriculture, la part de l'élevage s'élève à 2 tiers, ce qui est donc non négligeable. Et dans l'élevage, il faut savoir que, et puis même de manière générale, il y a plusieurs gaz à effet de serre. On parle beaucoup du CO2, parce que c'est effectivement le plus impactant et le gaz qui est le plus présent, en tout cas en gaz à effet de serre, en tout cas c'est le plus présent, mais ce n'est pas intrinsèquement le plus nocif. Effectivement, le méthane aujourd'hui est 25 fois plus nocif que le CO2. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le méthane, il se traduit à travers les ruminants, donc à travers le bétail. Donc c'est vraiment le gaz qui est le plus présent, notamment dans les gaz à effet de serre, dans l'élevage. Alors pour information, il y a aussi un gaz à effet de serre qui est la vapeur d'eau, qui est encore plus nocif, et encore plus, en tout cas, qui a un effet de réchauffement plus important encore. Mais on ne va pas en parler ici parce qu'il reste moindre. Mais voilà, en tout cas, à travers l'agriculture, c'est vraiment le méthane aujourd'hui qui est vraiment le plus nocif. Alors pour rappel, hein, juste pour le GIEC, juste petite précision, parce que souvent on ne sait pas trop ce que c'est, hein, on voit cet organisme qui revient souvent. Le GIEC, pour rappel, il a été créé en 88 par le G7, les 7 pays les plus riches du monde, et 2 branches de l'ONU, donc l'Organisation météorologique mondiale et le Programme pour l'environnement des Nations Unies. Voilà, donc c'est un rapport intergouvernemental, pardon, qui a pour mission de rapporter les faits scientifiques d'une multitude d'études à travers le monde. Du coup, par rapport, donc pour vous parler aussi de d'autres études qui ont été faites par le GIEC, qui me semblaient importantes à signaler. En 2019, il y a eu un rapport qui a été créé. Donc, il était vraiment spécialisé en fait sur l'utilisation des terres agricoles et de l'alimentation dans le monde. Et en fait, il a été demandé au GIEC de créer en fait un rapport expliquant l'impact des différents régimes alimentaires. Et il s'est avéré que, en gros, l'alimentation végétale, du coup, est celle qui permettrait de réduire le plus massivement les gaz à effet de serre dans le monde. Donc, cette étude, elle s'est appuyée sur 38 000 exploitations agricoles réparties dans 120 pays dans le monde, pour vraiment voir différents scénarios sur l'alimentation. Et il s'est avéré du coup qu'avec une alimentation végétale, ça permettrait une diminution de 49% des gaz à effet de serre liés à l'alimentation. Et ça permettrait aussi 76% de surface agricole en moins avec une alimentation végétale, ce qui représente quand même 3,3 milliards d'hectares. Donc, pour précision, 3,3 milliards d'hectares, c'est la taille cumulée des USA, de la Chine, de l'Australie et de l'Union européenne. Alors,
Pour, être, parfaitement, complet, enfin en tout cas pour être un peu plus complet sur cette slide et ce sujet, il faut savoir aussi qu'il y a d'autres études qui montrent bien, que, un monde, en gros, 100 ou l'intégralité de l'humanité, ne mangerait que des végétaux, serait lui aussi difficilement viable malgré tout, puisqu'il y a plusieurs terres agricoles, où le bétail, du coup se promène. Ce sont des terres qui ne sont pas forcément cultivables. Donc voilà, c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais globalement, de toute façon, à travers ces études, l'alimentation végétale reste quand même globalement, enfin permettrait de baisser les gaz à effet de serre de façon générale. Alors ensuite, deuxième partie, je trouvais ça important de noter quelques idées reçues qu'on peut entendre donc à droite, à gauche sur ce sujet, pour essayer voilà, d'avoir un peu plus d'éclaircissement sur certaines thématiques qui reviennent souvent, bah, notamment sur l'alimentation végétale et aussi sur la consommation un peu éco-responsable, la consommation locale. Donc je voulais parler du soja en premier lieu. Voilà, c'est un peu une idée reçue qu'on entend souvent. Manger du soja pollue énormément. Alors, petite précision d'abord sur le soja. Ce qu'il faut savoir, c'est que le soja, ni les humains ni les animaux d'élevage, finalement, ne consomment réellement de soja. Pas de soja brut, en tout cas. En fait, pour les humains, c'est souvent des produits transformés à base de soja, donc de l'huile de soja et parfois, dans une moindre mesure, du tofu, notamment, voilà, des protéines de soja, du lait de soja ou des haricots de soja, qui est, qui est plus connu sous le nom de edamame. Et dans le cas de l'élevage, des animaux d'élevage, il faut savoir qu'en fait, c'est pas du soja non plus, c'est du tourteau. Ça s'appelle du tourteau, donc c'est un résidu d'une graine oléagineuse qui peut être du soja, mais aussi du colza. Voilà, c'est extrait à partir de l'huile et d'eau. Donc voilà, je voulais préciser quand même sur le soja, parce que je pense que c'est un aliment qui est souvent cité dans l'alimentation végétale. Et enfin, donc, par rapport aux chiffres, il faut savoir donc, que 90% du soja importé en France est à destination du bétail. Et 60% de ce soja donc, importé en France pour le bétail vient du Brésil, donc notamment de l'Amazonie. Alors, j'ai pas mis ce chiffre, hein, mais 63% de la déforestation en Amazonie, c'est lié justement au bétail. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la France est un grand importateur de soja. Et il n'est pas, en tout cas, destiné directement aux consommateurs. Il faut savoir donc que la France possède une filière hein, de soja, mais comme vous le voyez, seulement 20% du soja produit en France est à destination des consommateurs. Voilà, donc quand on voit l'impact environnemental de la culture du soja, c'est vrai, effectivement, ça pollue énormément. Après, voilà, il est majoritairement destiné au bétail. Alors ensuite, ce qu'on entend souvent aussi, c'est manger éco-responsable, ça coûte trop cher. Alors là, j'ai hésité avec les termes. Je voulais mettre au début manger écolo, ça coûte trop cher. Manger bio, ça coûte trop cher. Finalement, ça revient souvent un peu au même. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, enfin, pour répondre à cette question, est-ce que ça coûte trop cher? La réponse est quand même globalement oui et non, parce que c'est toujours évidemment un peu nuancé. Par contre, on peut se poser la question sur quoi on va investir. Donc là, j'ai noté le coût social. Donc aujourd'hui, quand on consomme local ou éco-responsable, il faut savoir qu'on favorise les emplois locaux et qu'on investit directement dans le système social du pays dans lequel on est. Par rapport à la santé individuelle et collective, ça paraît, enfin pareil, là on peut avoir l'impression que j'enfonce une porte ouverte, mais manger des fruits et légumes de saison, ça va forcément améliorer la santé de tout le monde. Ce sera de meilleure qualité, les fruits et les légumes arriveront à meilleure maturité, parce qu'il y a moins de transport, forcément, puisque ce sera produit du coup localement. Ensuite, j'ai voulu faire un petit zoom aussi sur deux études, notamment sur la consommation en vrac, qui reviendrait quand même globalement moins cher. Alors il faut savoir la consommation en vrac, hein, pour rappel, c'est lorsque c'est un peu lié enfin c'est complètement lié même au zéro déchet. C'est le fait d'aller faire ses courses par exemple avec ses propres sachets, ses propres contenants, ce qui permet donc d'éviter un maximum de déchets et de prendre tous ces aliments sans une multitude d'emballages et de sacs. Donc il y a une étude qui a été faite par l'association de consommateurs, la première association de consommateurs en France, c'est Que Choisir, qui a fait cette étude. Alors, ils sont très clairs, hein, ils précisent bien qu'effectivement, ça dépend de ce qu'on va acheter, mais que globalement, sur un panier moyen, ça relèvera, enfin, le panier moyen sera 6% moins cher si on consomme en vrac. Et ce chiffre augmente énormément si on s'attarde seulement
sur les légumineuses notamment. Alors les légumineuses, pour précision, ce sont des légumes, hein, mais des légumes secs, donc tout ce qui est lentilles, haricots rouges, haricots blancs, pois chiches, etc. Et donc sur les légumes secs et les fruits secs, donc tout ce qui est amandes, noix de cajou, noix, noisettes, c'est 21% moins cher que si on achetait en emballage, en sachet plastique. Voilà, donc au-delà de l'aspect évidemment écologique, le fait de ne pas acheter d'emballage plastique, ça reviendrait du coup moins cher, cette consommation en vrac. Et enfin, deuxième étude, qui a été faite par le programme MyPlate du département de l'agriculture des États-Unis il y a quelques années. Il s'est avéré qu'en fait, ce programme, ils se sont basés sur un an pour analyser le montant en fait du régime végétarien, d'un régime végétarien et d'un régime carné. Et apparemment, il y aurait au total 650 € d'économie sur un an sur un régime végétarien par rapport au régime carné. Donc là aussi, ça peut montrer que finalement, une alimentation végétale ne coûte pas forcément plus cher, voire même coûte moins cher, hein, au contraire, puisqu'on supprime quand même tout un pan de l'alimentation, tout ce qui est évidemment la viande, le poisson, les produits laitiers, le fromage, qui peut parfois effectivement être assez cher. Et enfin, petite slide, petite idée reçue, voilà, d'une phrase que j'ai connue, mais enfin que j'ai entendue à de nombreuses reprises. Je sais que c'est souvent dit évidemment sur le ton de l'humour, hein. Je ne veux pas manger que des graines ou de la salade. Il faut savoir qu'il y a 20 000 espèces de légumes, hein, 147 espèces de fruits comestibles et 20 types de légumineuses et céréales, même si les légumineuses, il faut aussi les intégrer aux légumes, mais c'est pour vous montrer un peu la variété de l'alimentation végétale, où bon, on a tendance souvent, par éducation, par habitude, moi le premier, hein, par le passé, à se dire que voilà, un morceau de viande, un morceau de poisson va prendre évidemment beaucoup de place dans le plat. Et derrière, il n'y aura pas forcément de place à d'autres aliments. Voilà, au final, l'alimentation végétale, évidemment, est extrêmement riche et permet, du coup, en tout cas, de remplacer de manière assez considérable les produits animaux voilà, de façon générale. Et maintenant, du coup, troisième partie, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, je voulais faire ces slides justement pour voir un petit peu au quotidien comment on peut agir avec tous ces chiffres un peu barbares. Donc on revient sur la consommation locale. Voilà, c'est vraiment l'objectif, hein, de la consommation locale, ça va être vraiment de minimiser les transports pour éviter d'acheter des produits qui viennent de l'autre bout du monde, notamment voilà, du kiwi néo-zélandais, du quinoa qui vient du Pérou, de l'avocat qui vient du Mexique, de l'ananas qui vient du Costa Rica. Alors, ce qu'il faut savoir, j'en profite, hein, pareil, autre petite idée reçue là-dessus. La France est un des plus gros producteurs de kiwi. Donc, le kiwi se trouve aussi en France, le quinoa se trouve aussi en Italie et même en France d'ailleurs. Alors après, ça me permet de faire le lien avec la réduction du coût énergétique de production. Évidemment, produire sous serre des produits exotiques n'est pas forcément la solution idéale, mais reste de toute façon, en termes de gaz à effet de serre, plus intéressant plutôt que de produire des produits qui viennent évidemment de l'autre bout du monde, quoi. Donc voilà l'avantage aussi de la consommation locale. Le contrôle sur votre alimentation, alors ça je l'ai indiqué parce que souvent dans ces discussions, dans ces débats, on parle de souveraineté alimentaire. Ça aussi c'est un sujet qui peut être important quand on raisonne en consommation locale, pas seulement d'ailleurs l'alimentation, hein, même de façon générale. Et en fait ça permet d'avoir cette souveraineté dans le sens où, je vais prendre un exemple très concret, on parle souvent par exemple des tomates qu'on achète d'Espagne. Et ben demain, s'il y a une crise politique en Espagne ou voilà, une crise quelconque, on peut ne plus vraiment être indépendant par rapport à certains produits. Donc le fait de consommer local va, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, ça nous permet d'investir en termes, le côté social et le côté économique. Ça permet quand même une certaine, le mot est un peu barbare, mais un certain protectionnisme économique de notre alimentation. Voilà, et ça nous permet de ne pas être dépendant d'autres pays. Et puis enfin, manger des fruits et légumes de saison. Donc ça aussi, c'est un peu la phrase qui est extrêmement connue, mais qui permet quand même d'améliorer quand même notre alimentation en termes de santé, en parallèle de l'écologie. Ensuite, je voulais parler d'un sujet qui est lié à un autre programme qui est prévu un peu plus tard dans la semaine, l'atelier zéro déchet présenté par Élise.
Effectivement, le fait d'aller faire ses courses, bah, on peut aussi raisonner en termes de déchets. Donc le meilleur déchet est toujours celui qu'on ne produit pas, hein, en réponse, au recyclage qui peut être évidemment une bonne option. Mais l'idéal en tout cas, dans les bonnes pratiques, si on veut parler de bonnes pratiques sur l'écologie, serait évidemment d'essayer en tout cas de faire le moins d'emballage possible. Donc de privilégier les enseignes en vrac. Donc c'est pour ça que j'ai indiqué, quelques enseignes que j'imagine vous connaissez, déjà, hein, donc la Biocoop, Naturalia, Bio c'est bon, Day by Day. Pour certaines, elles se trouvent seulement à Paris, donc notamment les dernières, du verre en bocal, Kilogramme, The Naked Shop. Pour certaines, elles se trouvent dans toute la France, comme la Biocoop par exemple. Donc quelques bonnes pratiques, hein, déjà connues, mais qui peut-être permettent aussi pareil, de débunker un petit peu certaines idées reçues. Voilà, le fait de venir avec ses propres sachets pour les fruits, les légumes. L'idée aussi de faire ces courses en vrac, ce n'est pas forcément de venir avec ses bocaux, parce que c'est souvent aussi ce que j'ai entendu. Là-dessus, il n'y a pas une nécessité forcément de venir avec ses propres bocaux, hein, de s'encombrer. Justement, ces enseignes, au fil des années, étant donné que les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés à la cause, les enseignes en fait mettent en place une organisation et un merchandising finalement adapté aux consommateurs et facilite la vie justement des personnes qui viennent dans ces enseignes. Donc voilà, l'idée aussi de conserver ses propres contenants. Si vous avez acheté par le passé des produits, des bocaux avec, je sais pas, des cornichons, des pois chiches, des haricots, de conserver ces bocaux et ensuite de les utiliser pour d'autres aliments. Gérer sa consommation, alors ça paraît un conseil un peu trivial, mais aujourd'hui, je vais en parler un petit peu juste après. Le gaspillage alimentaire est aussi un sujet évidemment très présent hein, sur la thématique de l'écologie. Aujourd'hui, l'idée, ce qui est conseillé fortement aussi hein, par l'ONU d'ailleurs, hein, par la FAO, l'organisme qui parle notamment d'alimentation, c'est aussi de gérer sa consommation. Donc évidemment, ce sera plus seul quand on vit seul que quand on vit en famille, par exemple. Mais voilà, ça peut être intéressant de voir, de calculer, sans entrer dans des comptes un peu d'apothicaire, mais de tout calculer, mais de bien comprendre ce qu'on consomme. Et ça évite évidemment de devoir jeter un sacré paquet de produits voilà, qui étaient restés trop longtemps dans le frigo. Et ensuite, favoriser l'eau du robinet. Donc là, il y a plusieurs études hein, qui sont sorties dernièrement sur même la qualité de l'eau de l'eau dans les bouteilles en plastique. Il y a une dernière étude là, qui est sortie tout récemment. Et aujourd'hui, en plus, on a la chance de vivre dans un pays qui a une eau du robinet saine, et encore plus à Paris. Donc là-dessus, pareil, je ne vous redirai pas l'impact évidemment des bouteilles plastiques sur l'environnement. Donc c'est aussi voilà, des gestes, on va dire des réflexes à avoir, des bonnes habitudes, des bonnes pratiques à mettre en place, en tout cas si on souhaite agir à notre niveau, parce que c'est possible, encore une fois. Voilà, on a souvent tendance à croire que c'est un problème tellement gigantesque qu'on ne peut pas faire grand-chose. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que y a plusieurs possibilités. C'est pour ça que le terme consommateur existe hein. C'est qu'à travers sa consommation, finalement, c'est comme un vote. Voilà, au lieu de le faire tous les 5 ans, là, on peut le faire tous les jours. À travers notre achat, notre consommation, on peut dire qu'on considère qu'un produit est légitime en l'achetant ou pas, en boycottant du coup un produit si on considère qu'on n'est pas d'accord. Voilà, après, c'est plusieurs choix à faire par jour. Et voilà, donc on peut appeler ça aussi, chez Capfi, on l'appelle aussi le colibrisme. Hein. C'est exactement ça, c'est chacun à son niveau, on peut agir en faisant ses courses, en choisissant son alimentation, pour essayer de réduire au maximum cette part des gaz à effet de serre qui est liée notamment à l'agriculture. Quelques chiffres complémentaires. Donc, on entend souvent certains nombres un peu impressionnants, notamment sur la consommation d'eau, qui est liée à 1 kg de viande. On entend souvent 15 000 litres d'eau. Alors, il s'avère que ce nombre est un peu gonflé. Dans les faits, c'est plutôt 7 900 litres d'eau pour 1 kg de protéines animales contre 4 650 pour 1 kg de protéines végétales. Sur les 15 000 litres, en fait, c'est tout le cycle de production. Mais le problème, c'est que sur ce cycle de production donc du bétail, souvent, voilà, il peut y avoir quelques exagérations, on va dire, dans la sélection de l'eau à un moment donné, en fait, du cycle de production. Tout à l'heure, je vous parlais donc des terres agricoles, des terres utilisées pour l'élevage. Donc, ça s'élève quand même à 70% des terres agricoles sont liées à l'élevage.
Donc là aussi, je vous laisse imaginer si il y avait une réduction massive de la consommation de produits animaux qui permettrait d'augmenter effectivement les terres agricoles liées à la culture végétale, même si encore une fois, pour rappel, toutes les terres où se trouve le bétail ne sont pas forcément cultivables. 65 milliards d'animaux terrestres donc, sont tués chaque année dans le monde. Donc là, j'ai indiqué ce nombre. Alors, c'est pas du tout sur le sujet de l'éthique animale, parce que c'est pas le sujet aujourd'hui, même si évidemment c'est souvent lié sur l'écologie. Mais là, c'est juste pour vous donner un nombre, pour vous montrer un peu la quantité d'animaux dans le bétail qui existe sur Terre et qui est tué chaque année. Ça vous montre la surproduction en termes d'élevage et en termes du coup de gaz à effet de serre indirectement lié à tout ça. J'ai pas mis le nombre, mais je l'ai mis en tonnes. Donc c'est 90 millions de tonnes de poissons produits par an. Pour les animaux marins, c'est 2000 milliards d'animaux marins tués par an. Et ce serait la tranche basse. Alors ces chiffres, hein, c'est pareil, hein, je les sors de l'ONU, du GIEC, enfin surtout l'ONU, donc c'était lié à la FAO. C'est des chiffres qui sont de toute façon accessibles sur différents organismes et sur Internet de manière générale. Par rapport aux poissons, je reviens à l'acidification des océans, le rôle de certains organismes. Donc le fait à cause de la surpêche, ça déséquilibre un sacré paquet d'écosystèmes qui fait qu'à la fin, évidemment, le rôle naturel de l'océan n'est plus vraiment effectué. Par rapport au gaspillage alimentaire, j'en parlais à l'instant, donc ça représente 3% des gaz à effet de serre en France. Sur l'aspect économique, c'est quand même 16 milliards d'euros par an de dépenses à cause du gaspillage alimentaire. C'est que ça reste un coût assez important sur le budget tout simplement de l'État français là-dessus. Donc c'est pour ça, quand je parlais de gérer sa consommation, c'est toujours un élément à prendre en compte selon moi dans les bonnes pratiques à mettre en place dans l'absolu. Et enfin, 2,5 fois plus de gaz à effet de serre pour un régime carné qu'un régime végétal. Ce chiffre vient donc de l'étude dont je vous parlais tout à l'heure, du programme MyPlate du département de l'agriculture des USA, qui montre encore effectivement l'impact d'une alimentation carnée sur l'alimentation végétale. Donc voilà, évidemment, j'aurais pu mettre énormément de chiffres sur ce sujet, mais il a fallu un peu trier, évidemment. Alors cette slide, c'est pour vous montrer un peu les différents plats juste visuellement, ce qui existe dans les recettes végétales. C'est pour faire un peu le pont avec ma slide sur le fait de manger de la salade et des graines. J'ai hésité à vous faire une slide sur une recette tout simplement végétale. En fait, j'ai préféré vous mettre un lien directement sur les 2 dernières slides, un lien qui vous mènera du coup sur un site qui présente une multitude de recettes végétales, que ce soit des entrées, des plats, des desserts, des accompagnements, etc. Donc là, c'est pour vous donner un éventail. Vous voyez, en haut à droite, il y a des lasagnes végétariennes. Voilà, il y a même des lasagnes végétaliennes qui existent. Mais c'est pour vous montrer en fait la diversité de plats qui existent, sans forcément de produits animaux, qui peuvent effectivement être dans ces différents plats. Voilà, merci pour votre attention. Comme je vous disais, donc j'ai fait 2 dernières slides donc avec différentes sources, à travers tous les chiffres dont je parlais, et puis le tout premier lien, donc c'est lié aux recettes végétales. Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions ? Rien de rien. Bon. Peut-être que j'ai été très clair, peut-être que tout est bon de votre côté. Et effectivement, on vous attend pour demain, pour la présentation sur Un jour un homme, un arbre, et aussi jeudi pour l'atelier zéro déchet d'Élise. Alors pour répondre à Christophe dans les commentaires, effectivement, je confirme, ça rejoint totalement en tout cas, je connais bien les travaux de Jean-Marc Jancovici sur l'écologie de manière générale. Et oui, je me suis un peu inspiré de ces travaux, notamment.
Jean-Marc Jancovici, hein, pour précision, c'est un intervenant, enfin un ingénieur, qui travaille, notamment, enfin qui fait énormément de présentations. Vous pouvez trouver sur YouTube ses conférences sur la gestion de l'énergie, sur le climat. Lui, c'est pas seulement sur l'alimentation, hein, ça touche vraiment l'entièreté de l'environnement. Donc il décrit bien, toutes les composantes liées au dérèglement climatique. Effectivement, Laure, on peut désormais manger, faire un déjeuner végétal désormais. Voilà, j'espère que les recettes, que vous trouverez seront, délicieuses. Bon, et ben, s'il n'y a pas de questions, merci à tous pour votre attention et bah, je pense on peut s'arrêter là et bah, je vous souhaite une bonne journée à tous et une bonne semaine, du développement durable et bon appétit, effectivement.